Vous écoutez le podcast La Belle Idée avec Victor et Flo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle Idée. Salut Flo. Salut Victor. La Belle Idée, c'est un peu comme un label qualité des bonnes idées, un podcast qui a pour but de participer à la mise en avant des projets, des concepts, des innovations aussi, qui changeront, voire révolutionneront notre quotidien demain. C'est plutôt pas mal expliqué, je trouve. Ah mais ma présentation est plutôt chiadée, j'ai pas peur des mots. C'est c'est ça le cœur de ce podcast, c'est de donner la parole aux entrepreneurs qui créent, qui inventent aujourd'hui donc le monde dans lequel on vivra demain. Et dans ce monde de demain, on aura enfin trouvé chaussures à nos pieds. Et c'est celle d'Arnaud Barbeteau qui est avec nous aujourd'hui, qui a créé des chaussures pour partir à l'aventure, pour traverser la terre. Il est question aussi de road trip avec OTA et on va en parler dans ce podcast. Bonjour Arnaud. Bonjour Flo, bonjour Victor, merci Salut Arnaud. de venir me voir, me rencontrer, de me laisser la parole pour expliquer ce beau projet de semelle en pneus recyclés. C'est ça, c'est quand même assez incroyable, on est directement dans tes ateliers, on est entouré de chaussures là, on peut le dire. Ah là moi c'est mon rêve parce que je vois plein de chaussures. Depuis tout à l'heure je suis en train de me dire waouh, ah oui il y a plein de chaussures, elles sont très belles. Alors, il n'y en a aucune qui est à ta taille. Alors... J'ai tout regardé, tu pourras repartir avec aucune chaussure. Nos vies de demain se construisent aujourd'hui. La Belle Idée, le podcast. Je me présente rapidement, Arnaud, moi j'ai un parcours assez classique, école de commerce, et après pas mal d'années en grande distribution dans les achats textiles. Et jusqu'au jour où j'ai eu cette idée de semelle en pneus recyclés, je me suis demandé pourquoi aujourd'hui aucune marque ne faisait ce type de chaussures, partant du principe que ça aiderait déjà au recyclage. Puis ensuite, que ça permettrait d'avoir sûrement une semelle beaucoup plus robuste. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps au développement de cette semelle pour lancer ça. Donc une dizaine d'années d'expérience en grande distribution avant de me lancer dans ce projet. Et alors, est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu l'idée ? À quel moment ça t'a traversé l'esprit ? Qu'est-ce que tu faisais ? Dans quelle situation tu étais quand tu as dit... Alors, je me souviens plus exactement d'où j'étais, etc. Mais je me souviens exactement de ce qui a déclenché ça. C'est que j'ai revu une photo d'un enfant en Afrique qui s'était découpé dans un vieux pneu usagé, un rectangle. Et avec une ficelle, il s'en était fait une sandale. Et c'est là où je me suis demandé vraiment pourquoi ça n'existait pas aujourd'hui. Et c'est en cherchant, donc c'est une idée qui est restée un petit peu dans ma tête. J'ai commencé à chercher, à regarder sur Internet, etc. J'ai vu que ça ne se faisait pas. J'ai cherché pourquoi, j'ai essayé de comprendre et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à là. Et quand j'ai passé au final plus de 2 ans pour développer cette semelle en pneus recyclés, j'ai compris en fait pourquoi ça se faisait pas jusqu'à maintenant. C'est hyper compliqué au niveau des usines de recyclage de pneus, au niveau des usines de semelles, au niveau des tests chimiques. Enfin, il y a eu énormément de choses de recherche à faire que je fais toujours encore aujourd'hui, des recherches avec pas mal de laboratoires chimiques et avec les usines. J'étais encore dans les usines la semaine dernière, pour essayer de trouver encore de meilleures solutions, encore améliorer le process, etc. Qu'est-ce que tu as pu rencontrer comme difficulté ? Difficulté technique, parce que dès qu'on est sur quelque chose qui n'existe pas, on est obligé de trouver vraiment des solutions techniques. Et pour ça, il faut réussir à emmener les partenaires industriels là-dedans, qu'on les amène avec nous, parce que eux, ils ont leur habitude de travailler. Par exemple, les fournisseurs de semelles, ils ont leur habitude de travailler. Eux, il faut qu'ils fassent de la semelle comme ils ont l'habitude de faire. Et du coup, tester des nouvelles choses, essayer de trouver des solutions techniques pour des nouvelles choses où ils ne savent pas si ça va fonctionner, ils ne savent pas ce qui va se passer derrière, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vraiment trouver au niveau industriel comment travailler les produits. Il a fallu les convaincre. Il a fallu les convaincre. Quand je suis arrivé dans les usines et que je leur ai parlé de mon projet, ils étaient tous là à dire « Ah, c'est vraiment pas bête, c'est pas con, faudrait qu'on essaie de voir, etc. » Donc déjà, moi, ça m'a aussi convaincu dans le fait qu'il fallait que je continue. Et après, on fait des tests. Les premiers tests, c'est toujours un petit peu long. Donc on envoie dans les laboratoires pour faire des tests de durabilité une fois qu'on a le produit. On voit ce qu'il faut améliorer, donc on repart sur des tests produits pour améliorer ce qui est pas passé en test laboratoire, etc., etc. Donc là, la chaussure qu'on voit là, c'est pas du tout la chaussure qui était au premier jet, quoi. Maintenant, mais en fait, j'ai toujours dans un coin là de ma cage, le prototype collector. Et le premier, non mais vraiment, la première chaussure où j'avais découpé les premières semelles à la scie sauteuse dans un vieux pneu. Waouh. Et du coup, on se retrouvait avec une semelle qui était hyper épaisse, pleine de... assez raide. Ouais, je suis hyper dur, impossible de marcher avec. Là, rien, c'était vraiment hyper moche. Mais je l'ai gardé en souvenir, ouais. Bah ouais. Rien à voir avec ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et donc, alors, moi, j'ai vu, pour faire 3 chaussures, t'as besoin d'un pneu. Voilà, exactement. Alors, je préfère dire l'équivalent, parce que c'est en fait le fait de produire 3 paires de chaussures, on a l'équivalent d'un pneu qui est recyclé. Je dis l'équivalent parce que, comme on le disait juste avant, dans un pneu, il y a du textile, il y a une chaîne, il y a du trame en fer,
il y a énormément de choses que je ne peux pas recycler dans une semelle, hein, sinon ce serait trop dur, on ne pourrait pas marcher. Donc on va utiliser juste une partie du pneu, la bande de roulement, qui est la partie la plus souple et la plus costaud également. Donc nous, on va utiliser ça, et après, c'est l'usine de recyclage qui va recycler le reste du pneu d'autres manières, et du coup en granulats, etc. Donc moi, j'utilise la bande de roulement. C'est pour ça que je dis c'est plutôt l'équivalent d'un pneu qui est recyclé toutes les 3 paires produites. Ce qui permet aussi d'avoir une semelle qui est à chaque fois différente. On se retrouve avec un dessin différent à chaque fois. C'est des produits uniques, oui. C'est des produits uniques. On a une semelle unique, on a une empreinte unique. Cette conscience écologique, elle te vient de d'où ? Enfin, ça, depuis le début, en fait, tu étais concerné par l'écologie. Enfin, comment t'es arrivé sur ce chemin de la mode éco-responsable ? Ouais, alors ça, c'est quelque chose que j'ai eu depuis tout le temps, qui était tout le temps là. Que venant de la grande distribution, c'est quand même un petit peu un paradoxe. Hein. Mais c'est vrai qu'en grande distribution, j'en discutais souvent avec des personnes proches, etc. C'est quand je partais en Asie, dans les usines, et que je négocie sur le volume total, que je négocie 3 centimes de réduction sur un produit en enlevant une petite couture, et que j'avais mes objectifs de marge qui étaient remplis, mais je savais qu'en enlevant cette petite couture, le truc allait vriller au lavage et allait être jetable. C'était pas quelque chose qui me convenait. C'est vrai que c'était voilà, mais bon, ça m'a permis d'apprendre sur la logistique, sur l'import-export, enfin sur la négociation, enfin plein de choses. Donc je vais pas cracher dessus, mais c'est vrai que là je suis très content aujourd'hui maintenant de me lever le matin en étant content d'aller travailler et en ayant l'impression de faire quelque chose qui a du sens, quoi. C'est une vraie satisfaction. Ouais, mais ça c'est assez rare et je suis très content, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je suis très content. Bravo. Et après, dernière chose sur cette semelle aussi, parce que donc on parle de recyclage, etc. Donc c'est assez à l'ordre du jour. Et ça aussi, un autre petit point, c'est vrai que quand j'ai eu cette idée, donc ça remonte à 2015, on n'était pas encore du tout dans cette tendance de la mode éco-responsable, etc. Parce que ça remonte à 2015 quand j'ai eu cette idée. Et après, au niveau de cette semelle, donc on parle beaucoup de recyclage, mais il y a quelque chose qui est au-delà du recyclage. C'est très bien de faire du recyclage, c'est vraiment bien. Le fait d'utiliser des produits existants pour créer de la nouvelle valeur, des nouveaux produits désirables, donc c'est très bien. Mais en plus de ça, il y a un vrai bénéfice consommateur. C'est pas uniquement faire du recyclage, c'est que je me suis rendu compte, j'avais l'idée de cette semelle en pneu en me disant, potentiellement la semelle sera encore beaucoup plus costaud que toutes les autres semelles sur le marché. Et ça, du coup, je l'ai vérifié en laboratoire avec des tests, et qui ont prouvé que ma semelle était beaucoup plus résistante que toutes les autres semelles sur le marché, même par rapport à des chaussures de l'armée. C'est plus résistant que toutes les autres baskets sur le marché. C'est plus résistant que les semelles Vibram qui sont connues comme des semelles hyper résistantes. C'est plus résistant que la semelle Margom, et de très loin pour le coup, qui est connue comme étant la Rolls des semelles de basket. A priori, la seule semelle qui serait plus résistante, c'est les semelles de chaussures de tennis. Donc, on fait du recyclage, mais on a un vrai bénéfice consommateur sur la durabilité de la semelle. Et alors, avec tous ces avantages qu'a la semelle en pneu, aucun concurrent ne s'est positionné encore sur ce genre de projet. Les grands distributeurs, on peut les citer, Nike ou Adidas, personne n'a encore eu... Non, pas encore. Il y a Michelin qui fait des semelles. C'est vrai ? Mais c'est pas avec du pneu. D'accord. Parce que le pneu est vraiment très difficile à travailler. Là, tu as un projet unique. Ouais. On se dit, mais pourquoi ça n'a pas été inventé plus tôt, limite ? Alors pourquoi ça... En fait, ça existait, mais uniquement sur de la sandale. Parce que c'est beaucoup plus facile à travailler sur de la sandale, sur de la flip-flop. Oui. Tongue, plaquette. Donc ça existait. Après, il y a vraiment des soucis. En fait, pourquoi ça n'existait pas sur la basket ? C'est vraiment, je leur dis, 2 ans de développement et je continue d'améliorer le process. Après, je vous cache pas qu'il y a de la propriété intellectuelle derrière, que je signe des contrats, que j'ai des avocats derrière au niveau de propriété industrielle et propriété intellectuelle qui sont derrière. Est-ce qu'on se doute que c'est un marché pour le coup ? Voilà, oui. On risque de se faire voler vite ses idées, ses concepts. En fait, je fais énormément de recherches. J'investis énormément là-dessus. J'ai investi et j'investis toujours pour justement l'utilisation de cette semelle du pneu recyclé dans la semelle. Voilà, justement. Donc, du coup, tu es en autofinancement depuis le tout début. C'est ça, tu as fait rentrer des investisseurs après ? Non, je fais toujours pas monnaie, des proches parce que le lancement, ça coûte un petit peu d'argent et après un lancement sur Kickstarter. Mais sinon, là, c'est en autofinancement depuis le début. Et alors, on parlait de la semelle, le reste de la chaussure est composé aussi de matériaux recyclés. Alors, il y a de ça. Déjà, la production est 100% Europe. Ok, ouais. Donc, les usines, c'est des usines familiales. Là, j'ai passé 3 jours la semaine dernière. C'est la mère et la fille qui tiennent l'usine. Enfin, c'est toujours très, très sympa. Et le reste de la semelle... Alors c'est là où justement il y a énormément de débats, on en discute énormément. Le reste de la semelle, de la chaussure, moi j'utilise que des matériaux qui viennent d'Europe, déjà, première chose. Et j'utilise en très grande majorité du cuir de vachette.
Voilà, il y a énormément d'arguments dans tous les sens. Il y a des arguments pour le cuir, il y a des arguments pour les alternatives au cuir, etc. Moi, j'ai ma position, j'ai mon avis sur la question, sur lequel je ne déroge pas aujourd'hui, qui est, il y a différentes choses. Première chose, moi, on parlait de la durabilité de la semelle. Et aujourd'hui, moi, je veux proposer des produits qui soient le plus costaud dans le temps et qui durent le plus longtemps, que les gens puissent le porter le plus longtemps. Parce que, en gros, ça sert à rien de produire toujours plus et de consommer toujours plus. Il vaut mieux consommer moins, mais mieux, meilleure qualité. Par exemple, j'ai des amis qui ont acheté des paires il y a 4 ans. J'en ai encore eu un ce matin au téléphone, un ami là, qui me disait « Ok, il faudrait quand même que je te rachète une paire. Ça fait 4 ans. » Elles tiennent trop. C'est ça. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de proposer des produits qui durent dans le temps. Et pour ça, aujourd'hui, à date, il n'y a absolument rien qui est plus costaud que le cuir. J'ai pour habitude de toujours corroborer par rapport à des tests en laboratoire, des choses, et pas partir du postulat que j'ai raison, etc. C'est juste que je veux avoir des... Tu t'appuies, oui, sur des études. Des faits, quoi, des études. Deuxième point, c'est que le cuir, ça reste, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même un déchet aujourd'hui de l'industrie alimentaire, qui, si on n'utilise pas le cuir de l'industrie alimentaire, c'est un déchet, ça va finir enfoui, brûlé. Donc en gros, le fait d'utiliser pour de la maroquinerie, pour des chaussures, pour de la voiture, là, les sièges de voiture, etc., c'est une manière de valoriser, Et qu'aujourd'hui, les tanneries européennes, elles savent qu'il y a un gros sujet sur le cuir. Ça fait quelques années qu'ils font énormément d'efforts sur justement le traitement des bains de teinture, des bassins en cuir, sur énormément de choses, les normes REACH, etc. Il y a énormément de choses. Donc, je préfère rester aujourd'hui sur le cuir pour toutes ces raisons. Et après, il y a un très gros engouement sur tout ce qui est les alternatives au cuir aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on nous parle souvent des produits véganes, par exemple. Les produits véganes. Donc, ce qui est très bien, c'est les alternatives au cuir à base de pommes, de raisins, de machin, etc. Faut savoir que là-dedans, la composition de ces produits-là, c'est qu'il y a beaucoup de PU dedans, de polyuréthane, donc c'est du plastique. Parce qu'un déchet, si vous prenez du déchet de pomme ou du déchet de raisin, ça va être une petite poudre. Il faut un liant. Et le liant qui est utilisé dans ce cas-là, c'est du polyuréthane. Donc c'est un cache-misère, entre guillemets. C'est issu de la pétrochimie. Voilà. Donc c'est quand même pas hyper clean. Oui. Et voilà. Alors après, là, je sais qu'ils savent que c'est un gros souci, ces fournisseurs-là. Ils commencent à parler de bio-PU. Ils disent qu'ils mettent du bio-PU, etc. Dès que vous commencez à gratter, ça devient un petit peu plus opaque. Et du plastique bio, en fait, j'aimerais bien comprendre, je suis OK, mais en fait, qu'on m'explique ce que c'est du plastique bio issu de la pétrochimie. Ouais, c'est pas parce qu'on met le mot bio que ça enlève tout. Mais exactement. Et donc, après, je m'interdis absolument pas de le faire un jour, mais dernière chose, c'est que ces matières-là sont connues pour être beaucoup moins résistantes. J'ai vu des chaussures comme ça faites dans ces matières-là, de marques plutôt connues, et qui sont au bout de 2 mois défoncées, qui ont été trous partout, la semelle se décolle, etc. J'en ai même vu dans une boutique, donc même pas portée, hein. La paire avait été juste posée en présentoir, et elle était découpée ici. C'était un truc à base de mangue, et là elle était découpée, je sais pas comment c'était débrouillé. Donc c'est pas du tout l'idée que j'ai moi de mon côté, qui est de proposer des produits qui vont durer dans le temps et que les gens vont pouvoir porter longtemps. Tant que c'est pas prouvé que ça résiste. Voilà. Et alors, ces baskets, moi, je les trouve très jolies, mais quelles sont tes inspirations ? Parce que c'est vrai que moi, là, je trouve que les modèles... on a les codes de la mode actuelle. On a les codes des baskets qu'on peut retrouver dans n'importe quel grand magasin, n'importe quelle grande marque. Sur quoi tu t'es appuyé ? Au niveau du design, tu parles au niveau du design. Ouais. Au niveau du design, je voulais pas réinventer la poudre parce que partant déjà que je suis pas designer à la base, et que toujours dans cette idée de consommer moins mais mieux, mais que les personnes puissent les porter longtemps. En fait, je voulais pas quelque chose de trop mode qui au bout de 6 mois la personne se dise ok, j'ai plus envie de la mettre. Ah oui. Et je me rachète une nouvelle paire de marque qui est trendy à ce moment-là, etc. Donc je suis parti sur des designs très simples, très soft, classe. Exactement, qui peuvent être portés en toutes circonstances. Quelques designs parfois un peu plus travaillés comme ceux-là. Qui font un peu plus sport peut-être, un peu plus... Un peu plus de choses différenciantes, etc. Mais sinon, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très facile à porter et que dans
3 ans, ce soit toujours à la mode, que les gens se disent, c'est même pas la mode, quoi, mais que les gens se disent, bah tiens, Ça a pas bougé, quoi. ça va pas bouger, quoi, et je vais toujours la porter. Ils la lègueront peut-être d'ailleurs à leurs enfants si elles sont vraiment increvables, tes chaussures. Alors, il y a quelque chose d'intéressant parce que du coup, moi, je viens de le voir en les touchant et en les regardant de plus près. Il y a donc des coordonnées GPS derrière sur la tranche. Exactement, parce que ça, alors, étant donné que sur le design, je suis pas parti sur quelque chose de révolutionnaire, on sait qu'aujourd'hui, quand même, pour faire envie, il faut avoir un vrai storytelling, un vrai paquet cadeau de la marque et vraiment raconter une belle histoire pour que les gens aient envie de porter les produits. Et c'est pas uniquement en se disant, je fais une semelle en pneus recyclés que ça va convaincre forcément les gens. Donc l'idée, c'était, au niveau de la communication autour de la marque, c'était pas parler uniquement de recyclage, qui était peut-être un petit peu pessimiste pour parler d'une marque de mode. Et j'ai essayé de trouver un angle de communication qui soit un peu plus aspirationnel, un peu plus poétique pour parler de cette semelle en pneus recyclés. Et je suis parti du principe que comme je remettais le pneu sur la route, en fait que le pneu reprend la route pour une seconde vie au pied des gens, j'allais parler de road trip et d'aventure. D'où le nom On the Asphalt, parce qu'on remet sur l'asphalte des pneus usagés. Et partant de ce principe-là, pour parler de road trip, j'ai décidé que chaque modèle porterait le nom et les coordonnées GPS d'un lieu dans le monde, un lieu insolite et méconnu, dans lequel on va raconter un road trip. Donc on va faire un photo-shooting dans ce lieu en question. Ok. J'ai un écrivain, c'est une blogueuse voyage, spécialisée voyage, qui va raconter une aventure dans ce lieu-là. Et à chaque fois, c'est un road trip, une aventure qui, moi, m'est arrivée personnellement. C'est mon petit ego trip, là, pour le coup. Et dans chaque boîte à chaussures, donc on a sur le site web un type blog de voyage. Et après, dans chaque boîte à chaussures, vous avez une carte postale avec la photo de l'endroit, les coordonnées GPS, le nom de l'endroit et du design. Et au verso, un résumé du road trip, de l'aventure, comme si vous partiez en voyage. Ouais, donc il y a une vraie histoire. Elles ont une vraie histoire, ces chaussures. Exactement. Et alors j'ai vu qu'il y avait aussi des baskets véganes. Ouais. Alors, Alors des baskets véganes. Ça c'est... Parce que Je pensais que c'était dans l'alimentaire, moi, mais non, visiblement, pas que. Bah si, c'est basket vegan, c'est comme toutes les Oui. alternatives au cuir dont on avait parlé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une demande pour ça. Donc moi, j'essaie de répondre à cette demande, mais encore une fois, avec des matériaux qui rentrent dans mon scope acceptable, on va dire. Pas de plastique. Moi, c'est vraiment... mon credo, c'est vraiment zéro plastique. Je ne vais vraiment pas utiliser de plastique. Et du coup, l'offre vegan, j'utilise des produits en caoutchouc recyclé, par exemple, ou la tige. Alors là, j'en ai pas à vous montrer, mais la tige est faite en caoutchouc recyclé. D'accord, c'est enfin, ça reste la même couleur, on peut lui donner la teinte qu'on veut Tu peux lui donner la teinte que tu veux. Ok. Il y a plein de choix. Et c'est comme une botte de pluie au final. Et D'accord. du coup, elle est même imperméable. Elle est imperméable en fait à la marche. Donc, et du coup, toute la tige est faite en caoutchouc recyclé. J'en ai d'autres qui sont en coton recyclé. J'en ai en coton bio. J'en ai en mèche. Là, celles-là, elles sont en mèche. Ah ouais, c'est vrai qu'elles sont complètement différentes de celles qu'on a vues. Polyester recyclé. Donc ça, pareil, quoi. Ouais, exactement. Et là, pour le coup, là, on est sur du polyester, donc c'est issu de la pétrochimie, vraiment pas clean, etc. Étant donné que c'est du recyclé, 100%, c'est OK parce que... C'était déjà là. Ouais, c'était là et j'utilise... en fait, vraiment, mon credo, c'est ça. C'est essayer de prendre le plus de déchets possible pour essayer de la transformer en beaux produits qu'on a envie de prendre. Et plutôt que de créer de la nouvelle matière. Et alors, comment tu gères la distribution? Tu vends uniquement sur ton site? Tu as des distributeurs dans des magasins, des corners? Aujourd'hui, la marque, donc ça fait 4 ans et demi qu'elle est lancée, bientôt 5 ans. Elle est distribuée dans une dizaine de pays en Europe, au Japon avec un distributeur et un peu en Chine. Voilà. Donc je fais pas mal de salons. En fait, j'ai le e-shop, évidemment, comme toutes les marques aujourd'hui, parce que c'est quand même très facile de le faire. Marché international, hein, forcément, ça. Ouais, du coup, exactement. Et après, c'est vrai que j'ai des commandes parfois, des mecs qui me passent des commandes à Hong Kong, à Singapour, en Australie, etc. Sur le e-shop, donc ce qui est toujours assez plaisant. Mais du coup, je fais beaucoup de boutiques, beaucoup de distribution boutique, un peu dans le monde entier, et le e-shop. Justement, tu parlais du Japon, parce que du coup, c'était pas OTA avant, c'est ça? Le nom, c'était un autre nom, et c'est pour ça que tu as changé, pour pouvoir du coup t'ouvrir, entre guillemets, au marché mondial, et pouvoir aller notamment au Japon. C'est les affres de l'entrepreneuriat quand on fait pas tout bien au début. On l'a tous rencontrés, je crois. Les dépôts de noms. Ouais, je m'en serais bien passé de ça. En fait, la marque, au lancement, s'appelait OTH, pour Off the Hook. Ok. Qui voulait dire le poisson qui se décroche de l'hameçon, le lâcher-prise, qui revenait à l'idée du road trip et de l'aventure. Et 6 mois après le lancement, j'ai une boutique au Canada, à Montréal, qui s'appelle OTH pour Off the Hook, qui distribue du Nike, Adidas, mais qui envoie des messageries Instagram en disant « je vais te poursuivre en justice, t'as pas le droit, ça fait 20 ans que je fais ça, blablabla ». Donc moi, je sais que j'avais les droits pour l'Europe.
Et je m'étais dit, j'attends de sortir de l'Europe, que la marque sorte de l'Europe pour changer de nom parce que c'est... Ouais, enfin, là, le changement était pour pas grand-chose, quoi. Donc, Ouais, exactement. Donc j'ai attendu ça et à partir du moment où j'ai distribué avec au Japon, c'est là où j'ai fait toute la démarche de changement de nom, passant de OTH Paris à OTA Paris, qui était assez facile à mettre en place au final. Et on parlait tout à l'heure du look dans l'air du temps. Bah, les chaussures sont dans l'air du temps, elles ont un look d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible, parce que ça se fait beaucoup, de les personnaliser par exemple? Est-ce que tu mets une option personnalisable sur tes chaussures Alors j'ai beaucoup de demandes comme ça, notamment pour les coordonnées GPS. Beaucoup de personnalisation des coordonnées GPS, ce qui est assez difficile à mettre en place parce que là on est vraiment sur de la customisation pure au niveau industriel. Ouais. Et moi l'idée pour garder un prix de vente qui soit assez compact, on est autour de 160 €, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Ça, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Qui est pas déconnant, je fais quand même des efforts sur ma marge pour rester à un prix acceptable on va dire. Donc partir sur de la personnalisation, là on est sur des coûts beaucoup trop importants. Je le fais par exemple quand je fais des collabs. Là on en a une avec Noyoko. Il y a eu Sushi Shop aussi, je crois. Sushi Shop, ouais, et je fais pas mal de collabs avec différentes marques. Là on a Noyoko avec Sushi Shop. Ça j'y reviendrai juste après, mais au niveau là pour le coup coordonnées GPS, on n'a plus les modifier. on n'a plus les modifier Ok. parce que c'est une production spéciale et on a mis les coordonnées GPS des bureaux ici pour le coup parce que on partage les bureaux avec la marque Noyoko. Et ça allait de soi. semblait assez normal de mettre les coordonnées GPS du bureau. Et Sushi Shop, ouais, on a fait cette collaboration avec l'enseigne de restauration parce que on avait l'opportunité de récupérer des pots de saumon dans un restaurant Sushi Shop de Lyon qui sont tannés en France. Donc là, le cuir était du cuir de saumon. Du cuir de saumon, je sais pas si on peut dire cuir. Ouais, bah c'est ça, c'est bizarre, il y a un vide. Ouais, exactement. Ouais. Mais du coup, c'était de la peau de poisson, du cuir de poisson tanné en France, récupéré dans un Sushi Shop de Lyon. Et on avait fait une paire en partenariat avec Sushi Shop. On avait utilisé la peau de poisson pour faire le logo. Uniquement le logo parce que ça reste fragile quand même comme matériau. Donc on ne pouvait pas le mettre ailleurs pour éviter que ça pète trop rapidement. Et après là, en termes de design, on s'était vraiment amusé. On avait fait une paire toute noire. On s'était fait un maquis saumon. La paire était toute noire comme l'algue. On avait l'intérieur qui était en cuir blanc pour le riz. La languette était en suède saumon, coloris saumon. Et le bout des lacets était vert... coloris wasabi, comme cela d'ailleurs. Voilà. Ok. Bon, il n'y avait pas d'odeur, hein, vu que c'est... On était sans odeur de poisson, ça, il n'y a pas de souci. Et après, on avait fait un vrai partenariat avec Sushi Shop parce que dans chaque boîte, moi, je mettais un flyer Sushi Shop dans lequel qui donnait droit à 10% de réduction à mes clients pour une commande sur Sushi Shop. Et eux, sur leur site web, ils mettaient un code promo pour 10% de réduction sur une paire de la collab. Et là, tu as des collabs à venir, tu as des projets intéressants dans cette même veine? Ouais, j'ai Noyoko là, avec qui on partage qui est une marque de fringues éco-responsables. J'ai avec qui on a travaillé, on a fait une paire comme ça en cuir recyclé pour le coup, et qui va sortir pour l'ouverture de leur nouvelle boutique dans le 6e à Paris. Okay. J'ai également Missive Paris, c'est une petite marque mais très sympa, j'ai rien à vous montrer ici, c'est dommage, mais la paire est très rigolote. En fait, Missive Paris, ils font des suites, des t-shirts avec des scratchs et on peut mettre les messages qu'on veut. D'accord. Et du coup, nous, on a fait le logo en scratch. Et du coup, on peut scratcher des patchs un peu suivant l'humeur du jour. Quand on part le matin, on se dit, ok, comment je me sens aujourd'hui on est fatigué, pas de bonne humeur, etc. Ouais. On a besoin de soleil, on a besoin de vacances. Et puis là, pour le coup, il y a ce côté personnalisable. Là, c'est personnalisable pour le coup, exactement, avec 4 badges qu'on peut mettre sur les chaussures. J'ai Adresse Paris aussi comme haute collaboration en cours, qui est une marque de vêtements éco-responsable également. Faut quand même que la collab se fasse avec une entreprise qui partage les mêmes valeurs, quoi. C'est quand même un petit peu l'idée, qu'il y ait un lien. J'ai été approché par pas mal de marques qui étaient intéressés pour faire des collabs. Et c'est vrai qu'il y en a, je vais pas les citer, mais... Bah non, du coup, voilà, va éviter, hein. Total Énergie. Par exemple, voilà. Mais ouais, des marques de pringues qui font tout en Asie, etc. Non, c'est pas l'idée. C'est pas dans l'ADN de ta marque. Et alors justement, tout à l'heure, tu parlais du prix. On sait que le consommateur, il est de plus en plus attaché au bas prix, notamment avec la fast fashion, etc. Comment on peut arriver à les convaincre en leur disant effectivement que ce sont des chaussures qui sont des prix justes, c'est des marques, une marque éco-responsable, c'est fait en Europe. C'est hyper compliqué parce que ça demande vachement d'éducation. Oui, c'est ça, mais ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer, mais même en expliquant énormément. Donc moi, je suis hyper transparent. J'essaie d'être le plus transparent possible sur le e-shop.
Bon, on le fait pas assez, mais il faut communiquer vraiment le plus possible là-dessus. Il y a plein de marques qui le font aussi, qui le font très bien, comme Loom, comme Opal. Ils le font très très bien, ça de communiquer là-dessus en étant hyper transparent. Mais au final, malheureusement, enfin le consommateur, et moi j'en suis un également, donc je vois très bien ce que c'est quand on arrive avec le prix, on se dit ok, mais pourquoi cette paire à 160 alors qu'une paire de Stan Smith, je peux la trouver sur Sarenza ou Zalando à 60 € en promo, donc pourquoi j'achèterais celle-là? Ou même s'ils le savent, au final ils vont dire je vais quand même... Voilà. Donc c'est très très compliqué, ça demande beaucoup d'éducation et en fait il y a sur les marques éco-responsables, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de fidélisation de la clientèle. Il y a beaucoup moins de versatilité, les personnes vont moins bouger d'une marque à l'autre parce que elles adhèrent en fait à un projet. Elles adhèrent à l'idée et c'est vrai que je parlais de mon taux de réachat sur le site web qui a priori est très bon pour une marque éco-responsable, enfin pour une marque. Et j'ai l'impression que c'est ça quoi. Et je sais que Noyuko c'est la même chose, ils ont un pool de clients très fidèles qui les suivent, attachés en fait aux valeurs de la marque, à ce qu'on raconte, etc. Donc et après c'est le bouche à oreille, c'est la presse, c'est plein de choses, mais expliquer après c'est très j'ai pas trouvé la solution malheureusement. Mais je pense que ça va venir avec l'évolution de la société, c'est pas toi, enfin c'est toi plus un tel plus plein de monde. Des sabriques. Exactement, et c'est comme ça que ça va rentrer dans l'inconscient des gens. Et alors moi j'avais une question, donc là on parle de la basket, est-ce que tu as prévu de faire de la chaussure de ville, est-ce que tu as prévu de faire de la tongue, de te développer aussi dans ce marché-là quoi? Pour l'instant je vais essayer de bien travailler la basket avant de me lancer dans d'autres choses. J'ai aussi des idées sur des sacs, sur choses, parce qu'on peut utiliser du pneu recyclé sur du sac, ce genre de choses. Mais non, pour l'instant je vais me cantonner à la basket. Et on est d'accord que quand on change de saison, il n'y a pas de chaussures hiver, faut pas changer son pneu. Non, je bosse beaucoup avec des Michelin Cross Climate, je suis devenu hyper bon dans les pneus. Ah ouais, je vois ça. Le Michelin Cross Climate, c'est une 4 saisons de Michelin pour être sûr de bien adhérer, etc. Et j'ai aussi des pneus hiver. Bon parfait, vous pouvez sélectionner vos pneus comme ça. J'étais en train de me dire, du coup, effectivement, on parle de marques éco-responsables, voilà, on parle de produits effectivement qui sont européens, etc. Moi, j'ai toujours une question, forcément, on s'appelle Labelidé et j'avais envie de savoir, est-ce que c'est des produits qui sont du coup labellisés? Est-ce que tu as déjà du coup déposé des demandes, etc. Maintenant, ils sont certifiés Labelidé. Projet certifié Labelidé. Oui, déjà pas mal. Alors non. Donc on est le premier. Donc on est, voilà. Super. Tu as déjà le label Labelidé. Alors pourquoi pas de label? Parce que le fait de se faire labelliser, ça demande énormément de temps déjà. Beaucoup de temps, c'est hyper chronophage. Nous, on est une toute petite structure, donc on n'a pas forcément le temps de ça. Et c'est un vrai investissement également. Donc je sais que je pourrais avoir le label Made in Europe, je pourrais avoir le label B Corp, je pourrais avoir... Voilà, notamment le B Corp, oui. Mais B Corp, c'est énormément de temps. J'ai essayé de me lancer parfois avec des personnes dans l'équipe. On me dit, ok, vas-y, on s'y met. On s'y met, on fait ça, etc. Donc, impossible pour ces deux raisons. Après, je sais qu'aussi, alors c'est pas en Europe, mais je sais que le coût des labels en Asie, il y a des sous-tables, etc. Donc, moi, j'ai appris à lire entre les lignes sur le coût des labellisations. Oui, il y a des dessous qui sont pas très... Je suis revenu là-dessus. Ouais. Après, en fait, je m'adosse à d'autres façons on va dire, de montrer que ce que je fais, c'est bien. Par exemple, je suis distribué chez WeDressFair, je sais pas si ça vous parle, qui est vraiment une marketplace de marques éco-responsables, mais avec des critères hyper pointus, tellement pointus qu'au début, je me suis même demandé si j'allais... Arriver à intégrer, oui. Non, mais vraiment, ils sont hyper pointus dans leur sélection. Donc moi, maintenant, quand on me demande est-ce que c'est éco-responsable, je dis je suis distribué chez WeDressFair, par exemple. Et là, c'est garant d'une certaine qualité. Gage de qualité, quoi. Exactement, parce qu'ils sont vraiment, eux, ils sont très, très, très pointus sur tous leurs critères de sélection. Et ensuite, je travaille avec des organismes un peu indépendants. Par exemple, là, je fais le calcul de bilan carbone de la paire, calcul de CO2. Ouais. Avec, plutôt que faire mon calcul dans mon coin, comme beaucoup de marques le font, et en fait, chacun va prendre ses critères dans son coin. Là, ces chiffres, ils les arrangent. Tiens, j'ai plus ça, j'ai plus ci. Donc là, c'est une start-up qui fait ça, et tout le monde est sur tout le monde est sur le même niveau. Et moi, ça me prend pas beaucoup de temps parce qu'ils ont vraiment bien travaillé leur truc. Ils bossent quand même avec des La Redoute. Ils sont vraiment très... C'est pas des petits joueurs, ils débutent pas. Quoi. Ouais. Ils font ça vraiment bien.
Et du coup, moi, ça me prend pas beaucoup de temps et ça me permet de montrer que ma chaussure, elle fait 9 kg de CO2 quand une Nike peut faire jusqu'à 30 kg, quoi. Ouais. Quelque chose comme ça. Et que celle en coton, elle fait 4 kg de CO2 émis, alors que la moyenne des baskets, on est à 13, 14. Plutôt pas mal. Ouais, c'est concret, ça se voit. Donc, je préfère faire ça plutôt que rentrer dans des labellisations et après faire une guirlande de labels. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton client type? Client type, alors on va dire qu'il est pas forcément urbain. J'ai été surpris de voir ça. Il y a eu j'ai beaucoup de commandes qui sont dans vraiment, mais pas du tout dans les villes. Toute la France. Dans toute la France, Europe, beaucoup de pays germaniques qui sont beaucoup plus enclins, beaucoup plus en avance sur tout ce qui est tendance éco-responsable. On va commencer à 25 ans jusqu'à du 45 ans. Et qui veut Qui est concerné, qui se sent touché. qui en a marre de changer de basket. Parfois, moi, j'essaie d'échanger le plus possible avec les clients finaux parce que ça donne un vachement de retour. Et des personnes qui en ont marre d'avoir des paires qui, au bout de 3 mois, sont achetées. Bah, c'est souvent le cas, oui, c'est vrai. Enfin, pour le coup, on peut prendre mon exemple. Moi, je sais que mes baskets, je les change très, très, très régulièrement. C'est vrai. Eh ben bravo. Eh ben tu peux être fier de toi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on parlait aussi de tout ce qui est mis en place au niveau de la marque, tout ça, au niveau de toujours consommer moins mais mieux et de faire durer le plus possible les produits. Moi, j'ai mis en place d'autres choses. Par exemple, j'ai un partenariat avec un atelier de rénovation. Ah, ça, c'est bien. Ouais, et du coup, qui est basé dans le 77. Donc, les clients OTA qui ont une paire un peu défraîchie, parce que clairement, au bout d'un moment, le cuir va s'abîmer. Ouais. Oui. Il peut l'envoyer dans cet atelier-là. Ils ont une réduction sur le prix de la rénovation de la basket et elle revient comme neuve. Elle est repartie pour plusieurs kilomètres. Et elle est repimpée avec les matériaux d'origine. Ils vont nettoyer le cuir, ils vont le machin, ils vont refaire un peu les coutures, changer les lacets, enfin des choses comme ça. Ils vont vraiment tout rénover pour essayer de la remettre bien en bon état. Et après, quand la paire est vraiment, vraiment plus du tout, enfin quand parfois ça arrive, ça se déchire, machin, ça arrive quand même. Et du coup, là, moi, j'ai une autre opération qui est... en fait, je propose à mes clients de recycler des anciennes paires, les paires comme ça usagées, de les recycler à 100% dans des nouvelles paires, nouvelles paires de chaussures. J'ai un partenariat avec une usine au Portugal qui va recycler cette paire, D'accord. qui va la mettre en petits granulats et qui va la recycler dans des nouveaux matériaux, dans des semelles externes, des semelles internes, dans plein d'autres matériaux comme ça pour faire du recyclage. Donc même après, ça continue de vivre, quoi. Ouais. Ta chaussure n'a pas de fin. Le seul truc qu'ils peuvent pas recycler, c'est les œillets en métal qui sont obligés d'enlever. Ah oui. Effectivement. Mais bon, après, c'est du métal, ça pollue, c'est le truc qui pollue le moins. Le fait de mettre des œillets en métal, moi je le mets parce que c'est ça. Ah, sinon, ça, ouais. Là où on fait les lacets, ça rigidifie sur les 2 derniers pour éviter de péter. Oui, c'est vrai que t'en as pas mis sur tous. Autant sur les grandes chaussures, des fois, il y en a partout. Et là, Là, c'est uniquement sur les 2 derniers parce que c'est là où on va tirer sur le Ah ouais. et c'est pour éviter que ça pète la matière. Je voulais savoir tes projets, du coup, à moyen, à court terme. Les projets, c'est continuer. Là, j'ai des nouveaux designs qui vont arriver, des nouvelles collabs, participer aussi à un truc avec une exposition qui va bouger un peu partout en France, etc. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Et puis après, au niveau distribution, il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se mettre en place. Donc à suivre. À suivre. Normalement 2 nouveaux designs, des nouveaux matériaux que je suis en train de voir là pour tester aussi, 2 nouveaux designs, nouveaux matériaux et distribution qui peut être assez intéressante. Et je le disais, à suivre OTA, à suivre aussi sur les réseaux sociaux. OTA Paris sur Instagram, où on raconte tout ce qui est aventure, road trip, on essaie d'emmener les gens, on va faire une sorte de journal pour aussi parler du fait du lâcher prise, de se faire plaisir, d'essayer De kiffer la vie, quoi. exactement, de prendre le temps de respirer de temps en temps. Voilà, c'est un peu l'idée derrière la marque. Et elle est super belle cette idée. Nous, c'est pour ça qu'on voulait t'avoir dans La Belle Idée. Oui. Donc merci Arnaud Barbotto qui était notre invité pour ce nouvel épisode de La Belle Idée. Si vous avez aimé, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des étoiles. Oui, parce qu'on aime les étoiles, ça pour le coup. Ça n'a pas changé, hein. Ça n'a pas On changé. aime bien quand on a des compliments, on va pas se le cacher. Des remarques, pour le coup, qu'on nous aide à avancer, évoluer sur ce podcast. Donc, N'hésitez pas à en... sur toutes les plateformes. Et puis à en parler autour de vous. Si vous avez aimé ce podcast, faites-nous vos retours. Merci Arnaud. Merci à vous, merci beaucoup. Vos projets méritent d'être mis en lumière. La Belle Idée, le podcast.